On est dans un théâtre, il y a les gradins, il y a la scène, il y a les décors, il y a tout ce qu'il faut. Mais on est aussi dans une grange. Il y a quelque chose d'étranger qui est là, qui n'a rien à voir avec le théâtre. Et ça, c'est important. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche et de ses environs qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et confier la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. L'été dernier, alors que je cherchais une activité dans le coin pour occuper mes filles pendant l'interminable trêve estivale, je suis tombée par hasard sur une annonce intitulée « La marquise de Grand-Air reçoit le mercredi et le samedi ». Intriguée, j'ai répondu à cette étrange invitation et me suis rendue avec ma progéniture à la ferme de Gland pour vivre l'un des après-midi les plus mémorables de ma vie. Dans une très belle ferme, une dame, habillée en bécassine, nous a accueillis pour une déambulation à moitié improvisée au milieu des chèvres, avant de finir dans un véritable théâtre caché dans une grange, où elle réussit en quelques minutes à faire improviser aux enfants une scène drôlissime. Évidemment, vous commencez à me connaître, j'ai voulu savoir qui était ce personnage plein de talent et de fantaisie qui se cachait derrière Bécassine et ce qu'était cet endroit totalement improbable au milieu des champs. J'ai alors eu la chance de rencontrer Marguerite Marie Lozac et si je ne devais dire qu'une seule chose à son sujet, c'est « bon sang, voilà quelqu'un qui sait vivre ». Pas dans le sens qui connaît les règles de politesse, même si ses origines aristocratiques ne laissent aucun doute à ce sujet. Ce que je veux dire, c'est que Marguerite Marie fait partie des gens qui prennent la vie à bras le corps pour en faire quelque chose de beau, de vibrant et de fédérateur aussi. Alors oui, j'ai un peu triché puisque Saint-Même-aux-Trives, où se situe le centre d'art Jean-René Lozac dont il est question ici, n'est pas dans le Perche, mais dans le Thymerais, juste à côté. Je peux vous assurer que quand vous aurez entendu le récit romanesque de Marguerite Marie, vous comprendrez pourquoi j'ai souhaité vous la faire rencontrer. Pour démarrer notre conversation, je lui ai demandé de me dire quel était cet incroyable endroit où nous nous trouvions. Eh bien, cet endroit incroyable, c'est une grange. Voilà, c'est incroyable, mais vrai. Ouais. C'est un peu dingue. Qui ne ressemble plus à une grange. Plus vraiment. Mais quand même, on a les murs, hein, on a les charpentes. Vous remarquez que les projecteurs sont installés sur les poutres. Voilà, on a une scène, une très belle ouverture de scène de 10 mètres d'ouverture, profonde de 9 mètres, avec des coulisses, côté cour et côté jardin. Et là, vous êtes dans le décor de l'Avare, qui a eu lieu cette année pour le Festival de théâtre du Thymerais, les 2, 3 juin et 9 et 10 juin, qui a eu beaucoup de succès, comme quoi l'Avare de Molière en intégrale, avec des acteurs en costume qui jouent bien. C'est merveilleux, avec les ripailles en plus à l'entracte, où les gens peuvent dîner, se régaler à volonté avec des bons plats, des daubes au bœuf purées avec la peau. Enfin bon, je ne vais pas trop parler de cuisine quand même. Donne faim. Mais vous êtes dans le décor, donc ici, de l'Avare. Et vous avez les gradins qui sont là, vides, et qui n'attendent que cela de se remplir à nouveau. Parce que là, pendant l'été, juin, à partir du 15 juin, là, on a commencé la Marquise de Grand-Air. Ouais. Cette animation théâtrale pour les enfants, les tout petits, à partir de 5 ans, de 5 ans à 12, 13 ans, et puis il n'y a pas d'âge, hein, puisque c'est comme ça qu'on s'est connus l'année dernière. Exactement.
Ça reste un souvenir extraordinaire. Voilà. Donc la marquise de Grande-Terre reçoit le mercredi. Voilà, Le mercredi reçoit le après-midi. mercredi après-midi et le samedi après-midi à 15h. Très bien. Les enfants, les parents, les grands-parents, voilà, pour une rencontre avec Bécassine. Oui. Mais je ne pouvais pas donner ce titre de Bécassine encore. Il faut encore attendre un an, je crois, pour avoir le droit de donner le titre de Bécassine. La marquise de Grande-Terre fait Mais c'est l'affaire, très bien, je dirais. voilà, parce qu'elle travaille pour la marquise de Grande-Terre, Voilà, qui s'occupe aussi d'élever ses neveux. Et donc, on est en famille ici, avec les chèvres, avec la vie de la ferme. C'est presque une ferme pédagogique. Presque. C'est vrai. Et donc, le théâtre, c'est votre vie, on peut le dire comme ça. Oui. C'est ma vie, ma passion. Comment êtes-vous tombée dedans ? Ah ben, ça, ce sont mes parents. Hein. C'est vrai. Oui. C'est parce qu'en fait, quand j'étais enfant, j'étais très intrépide, hyperactive. Vous savez, ça ne se disait pas à l'époque. Hein. Mais je courais tout le temps, je faisais beaucoup de bêtises. Donc, on m'a fait jouer les malheurs de Sophie. C'était ma grand-mère qui me racontait ça. Ouais. Et vous savez, on vivait avec, à l'époque, on vivait beaucoup avec les grands-parents. En tout cas, moi, je vivais avec mes grands-parents. Et ma grand-mère me racontait toutes les histoires des malheurs de Sophie. J'adorais ça. Alors, mon père, qui me trouvait très inhibée, qui était un enseignant, prof d'histoire géo, se rendait compte qu'à l'école, j'étais un peu inhibée. Que les seules matières où j'étais excellente, où j'étais carrément très bonne, paraît-il, ça j'ai des bons souvenirs, c'est le sport et la récitation. Tiens donc. Alors il s'est dit, je vais lui faire du théâtre. Comme lui, en tant qu'enseignant, il adorait le théâtre. Il avait été assistant à la mise en scène d'Albert Camus dans son Caligula, dans les arènes d'Oran. Donc, il adorait le théâtre. C'était un Italien, français bien sûr, mais qui adorait les arts. Et donc, il m'a fait faire du théâtre avec ses élèves quand j'avais 8 ans, quoi. Vous avez grandi en Algérie, c'est ça ? J'ai grandi au Maroc, d'abord, et en Algérie. D'accord. Et je n'ai découvert... Enfin, je suis née en France, à Libourne, et je n'ai découvert la France. Je suis partie, j'avais 6 mois. Donc, vous voyez, je me souviens de rien. Et je suis revenue en France en 62 avec la guerre d'Algérie. J'étais une rapatriée d'Algérie. D'accord. Et mon père, en tant qu'enseignant, a eu un poste, vous savez, dans les grands ensembles parisiens. Massy-Antony. Donc, on était reçus dans les grands ensembles. Ça nous changeait de notre vie de liberté. On avait un parc, c'était merveilleux. Alors, on allait à l'école de la Bouzarea 1 fois sur 2. Moi, j'apprenais le français et le calcul avec mon grand-père et ma grand-mère. Puis, vous savez, avec les événements, on n'allait plus du tout à l'école. Donc, on avait notre âne. C'était Réla qui s'occupait beaucoup de nous. Enfin, on vivait un peu en autarcie, vous savez, dans un parc magnifique, dans une très belle maison. La Dauphinoise, avec des espaliers, on se réveillait le matin, on allait manger des nèfles, enfin bon, c'était une merveille. Un paradis, quoi. Un paradis, vraiment le paradis terrestre. Vous vous souvenez de l'arrivée en région parisienne ? Oh ben oui, nous on a adoré, moi j'ai adoré. Mais oui, on n'était pas traumatisés, nous les enfants. Moi j'étais l'aînée, donc j'avais 11 ans. C'est surtout ma mère, qui elle, a beaucoup souffert de ça, parce que mon père c'était un enseignant passionné. Donc c'était l'époque où il me faisait faire du théâtre au lycée Jean-Baptiste Corot. Il avait monté la Locandiera avec ses élèves de seconde. Et moi je jouais, j'arrivais, je sais plus, je disais une phrase ou deux avec un bouquet de fleurs, j'étais contente. Et je me suis en fait ouverte vraiment en France, en arrivant en France. C'est ce qu'il me disait, il m'a fait faire du théâtre. Avec lui déjà. Ma mère ne s'occupait pas beaucoup de nous, c'était surtout ma grand-mère et mon grand-père. Et ma mère étant artiste, elle a toujours été artiste, sculpteur, artiste peintre. Elle s'enfermait la nuit dans la salle de bain pour faire des fresques. Elle travaillait sur des fresques. Elle n'a jamais autant exposé et autant peint, je crois, que quand on était aux 5 allées de la Volga. Parce qu'elle s'enfermait, elle prenait une pièce, on était à 8 dans 5 ou 6 pièces, en fait. Mais elle, je sais qu'elle faisait que ça, peindre, et on la voyait pas beaucoup, maman. D'accord. Et quand on est arrivé à Dreux, alors c'est elle qui a poussé mon père
à postuler pour un poste de proviseur, parce que comme il parlait l'arabe courant, et l'arabe littéraire, il a même fait sa thèse d'agrégation sur le Coran. C'était un homme, un intellectuel passionné, adorant les arts. Il prenait un violon, il jouait du violon, c'était une merveille. Vous savez, c'était deux artistes en fait. Ma mère, elle, c'était une artiste plus aristocratique, je dirais, parce que d'abord, c'était une comtesse qui a épousé un roturier, mon père, ça a été la folie de sa vie. Mais je crois qu'elle l'a jamais regretté parce qu'elle l'a aimé jusqu'au bout. Mais il est mort tellement jeune, tellement jeune. Et donc, en fait, elle l'a poussé à faire sa demande de chef d'établissement et on lui a proposé Marseille ou Dreux. D'accord. Et nous étions donc à Massy, 5 allées de la Volga, et j'entends mon père dire « Ah ben non, on va aller à Dreux, comme ça, c'est tout près, c'est à 75 km de Paris, ils feront leurs études tous à Paris, parce que mon père ne pouvait pas imaginer qu'on ne fasse pas d'études. Hein. Lui, il est sorti d'un milieu très simple, où personne n'avait fait des études, il s'est fait tout seul. Donc pour lui, c'était la liberté passe par la vie intellectuelle, par la culture, il faut faire des études. Moi, il m'a élevée comme un homme. Hein. Okay. Pour lui, il me disait, en plus tu es belle, ma fille, il manquerait plus que ça, que tu sois une potiche ou une gourgandine. Hein. C'est hors de question, donc tu vas faire des études. Alors, et le théâtre, au contraire, c'est lui qui m'a poussée. Donc, à partir du moment où vous avez fait vos premiers pas sur les planches, moi j'aimais ça. Vous n'avez jamais arrêté, en fait. Non, parce que en fait, je n'étais pas passionnée vraiment de ça, mais mon père a vu que j'étais très heureuse sur scène. Quand on est arrivé à Dreux, donc il a ouvert le lycée Rotrou. Là, il y avait un atelier théâtre, et il m'a mise à l'atelier théâtre en 5e, non, en 4e. Je suis arrivée à Dreux, je suis entrée en 4e, en fait, à l'atelier théâtre. Et puis après, il a, avec Monsieur Dubreuil, qui est toujours vivant, vous voyez, mon père n'est plus là, il est mort à 54 ans, lui, en 1982, cancer de la gorge. Bon, il m'a mise au Cercle laïque, alors ils ont créé Connaissance du monde au Cercle laïque, etc. Donc, j'ai fait du théâtre au Cercle laïque, avec également mon prof de français. On a monté Les Précieuses Ridicules, j'avais 18 ans, classe de terminale, où je passe l'année du bac et j'ai joué Les Précieuses Ridicules dont j'ai fait la mise en scène. Hein. C'était pas Monsieur Vedel, hein, c'était moi, il me laissait faire. J'étais tout le temps fourrée à Paris, en fait, je prenais le train tout le temps. Et puis moi, j'étais au cours Raymond Girard qui préparait le conservatoire. D'accord. Et donc j'ai fait le conservatoire, enfin bon. Vous sentiez déjà que ça allait devenir votre métier. Oui, parce que j'ai si vous voulez, j'ai eu des rencontres. À mes 16 ans, il s'est ouvert un endroit qui s'appelait la Maison de la Culture à Dreux. Et donc, je vais à la Maison de la Culture. J'ai été reçue, mais alors, royalement, par Jean Hérel. Alors, lui, il fait partie des gens très importants dans ma vie, qui est décédé maintenant. Et lui, le directeur culturel, m'a remarqué. Quand je suis allée le voir, il m'a dit « Oh, mais Marguerite Marie, vous faites du théâtre avec votre père à l'école, au lycée, etc. » J'ai dit « Oui. » Alors il me dit « Mais vous... » Et puis très vite, on s'est tutoyé. Il m'a dit « Je vais te faire passer le conservatoire. » Et c'est lui qui a dit à mon père, je me rappelle, je le vois revenir au bout d'une semaine où j'avais appris les textes, Caprice de Marianne et Hermione. Il vient voir mes parents et il dit à mon père, voilà, votre fille est douée. Il faut qu'elle présente le conservatoire. Elle est faite pour faire du théâtre. Mais moi, c'était pas moi qui le disais. Moi, j'aimais ça. J'étais heureuse quand je jouais. Et il dit, mais il faut qu'elle fasse de la technique, il faut pas qu'elle aille dans des troupes d'amateurs, il faut pas qu'elle fasse n'importe quoi, qu'elle prenne de mauvaises habitudes. Alors mon père a dit, de toute façon, elle est au lycée, il faut qu'elle rentre, qu'elle passe son bac Quel français. Est ses diplômes. Quel est ses diplômes. Mais en effet,
je veux bien la présenter au conservatoire, au moment du baccalauréat. Mais dans quel cours faut-il qu'elle aille ? Et il a dit, il faut qu'elle aille chez Raymond Girard, 4 rue Vavin. Il est professeur de diction et de tragédie au conservatoire, mais avant, elle va auditionner devant monsieur Fernand Ledoux, qui est un ami. Alors, on est allé à Puiseux. Il a invité monsieur Fernand Ledoux, qui était un ami. Et j'ai dit mes textes, ma tirade et la scène d'Octave avec Marianne. Et donc, j'auditionne et Raymond Girard m'a dit, oui, mais pour l'instant, vous êtes trop jeune pour aller au cours d'ensemble. Donc, il faut attendre au moins 1 an de travail technique. Et j'allais en leçon particulière pendant 1 an. Mes parents m'offraient ça. Et j'ai monté mon spectacle. C'est-à-dire, je crois que ce qui m'a passionnée, vraiment, c'était de monter mon spectacle, de trouver l'argent, d'aller chercher Madame Le Sage avec je suis allée la voir, je me rappelle, pour lui dire que j'avais besoin de louer des costumes. Alors elle m'a dit, on va faire ça au profit des paralysés, c'est-à-dire toute la recette ira au profit des paralysés de France. Et voilà, j'ai commencé à comprendre le système. Mais pour moi, jouer, c'était la cerise sur le gâteau. Je comprends. Qu'est-ce que vous préférez dans le fait de monter des spectacles ? Parce que vous en avez fait plein depuis. Mais ce que j'aime, c'est rester libre. C'est ressentir le désir de monter quelque chose et le faire complètement. C'est-à-dire, jouer, c'est la cerise sur le gâteau. La seule chose qui m'inquiétait parfois, c'était de ne pas pouvoir assez dormir. Et je me disais, j'espère que je ne vais pas avoir trop de mémoire, mais ça ne m'angoissait pas trop. Mais j'étais fatiguée, quoi. Très fatiguée. Alors qu'avec l'âge, la différence, c'est que je m'impose des heures de sommeil, quand même. Voilà. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez passé le CAPES. Donc, à un moment, les études ont pris le dessus sur le théâtre. On peut dire ça comme ça ? Non, jamais. Non, j'ai toujours passé mes diplômes en même temps, en faisant autre chose. Je n'écoutais pas Mesdames de Sacha Guitry pour Raymond Girard à l'époque. J'étais au conservatoire. La seule chose, je ne suis pas restée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, parce que Robert Manuel me disait qu'on ne pouvait pas tout faire et qu'une jeune femme, de toute façon, ne devait pas être obsédée par les études et ne devait pas faire passer ses examens avant les concours de fin d'année. Et moi, les examens, c'était primordial pour ma liberté. Et donc là, j'ai compris que je n'étais pas vraiment faite pour rentrer dans les cases, la comédie française et tout le tintouin. Évidemment, pour mes parents, c'était l'idéal. Enfin, pour ma mère, surtout. Et ma grand-mère maternelle. La comédie française, c'était, Annie Ducos. Mais de toute façon, je leur plaisais pas. J'avais un côté trop populaire, Moi, quand j'ai passé Célimène au concours, j'avais, vous savez, les robes en Vichy Bob. Ma mère nous avait fait, ma sœur et moi, des robes en Vichy Bob gonflantes. Et c'était très correct parce que dessous, c'était très, très court et très gonflant. Mais on portait des panties. Donc très correct qui arrivaient aux genoux en dentelle. On ne voyait rien. On ne voyait rien. Donc ça pouvait s'envoler, on ne voyait rien. Et on avait, alors évidemment, j'avais passé ça avec des chaussures compensées, je vous dis pas, qui étaient plus compensées que celles qu'on voit aujourd'hui. Donc, on était des dingues. Et j'avais mis des fossiles comme Twiggy à l'époque. Et il m'avait fait la remarque, il m'avait dit, vous êtes une élève de Raymond Girard, ça n'est pas le goût de Raymond Girard. Et je lui avais dit, oui, mais il ne le sait pas. Lui, dites pas. Il ne faut pas lui dire. Je sais pas, mais j'étais quand même reçue. Voilà. Mais je voyais que je plaisais pas trop quand même, mon côté un peu olé olé, de n'en faire qu'à ma tête, de ne pas vouloir trop rentrer dans les cases, parce que les élèves de Raymond Girard ont présenté les concours. Nous, c'était escarpin, vernis noir à talons bottiers et jupe qui arrive à ras du genou ou au milieu du genou. Mais on voit pas les cuisses, quoi. On était dans quelles années, là ? Début des années 70, 71, 72, 73, oui. D'accord. Monsieur Vedel, quand je lui ai dit que j'allais être professeur, mais que c'était pas mon but en soi, que j'allais être professeur un certain temps, le temps de faire mes 3 enfants, c'est quand même bien. Je vais en profiter je lui avais dit, mon prof de lettres de Rotrou, je vais créer un cours de théâtre et je vais quand même monter des spectacles, au moins 1 ou 2 fois par an, avec des professionnels et des élèves à moi. Et il me disait, mais non, il va falloir que tu fasses ton choix. Alors que lui, on avait créé l'association du théâtre Andreux quand même. Il y a un paquet d'hommes qui vous ont dit de faire des choix quand même. Hein. Oui. Ça fait 2 fois que ça revient. On vous disait de choisir, c'est ça. En fait, mais non, je ne peux pas dire que j'ai fait un choix dans ma vie. Justement. Ça s'est imposé à chaque fois et j'arrive à tout faire. Alors évidemment, on dit les femmes font tout en même temps et c'est moins bien. Certainement qu'au niveau de l'absolu, j'ai peut-être pas l'absolu, je suis plutôt dans le relatif. Mais au fond de mes tripes, ce sont mes bébés, mes spectacles. Alors, si vous voulez, quand je fais tout, c'est vraiment mon bébé.
c'est ça. Quand je ne suis que comédienne, je me repose, en fait, en gros. Et souvent, je suis mieux payée. J'ai toujours été mieux payée en étant que comédienne et que je joue pour les autres. Mais j'en ai fait moins souvent. Mais j'ai même des comédiens professionnels, des hommes qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu t'emmerdes, Marguerite Marie, bonne comédienne comme tu es, pourquoi tu ne joues pas pour les autres et tu t'emmerderais moins ?» Et vous leur répondez « Pour la liberté. » Pour ma liberté. Moi, j'adore créer. Je m'ennuie jamais, regardez, à 71 ans, je vois même pas le temps qui passe. Alors, vous m'avez montré des photos de vos spectacles tout à l'heure. Il y en a sur des années et des années. Il y a des photos en noir et blanc, il y a des photos en couleur de vous à tous les âges. Et encore, là, j'ai attrapé avant de venir. Je me doute. 3 albums ça seulement. Est très riche. Est-ce qu'il y a une période particulière que vous chérissez particulièrement en tant que monteuse de spectacle, si on peut appeler ça comme ça? Ça, c'est un paradoxe. Vous savez que c'est la définition du théâtre, le paradoxe. Toute la période pas chicose, mais j'étais d'avant-garde, de mise en examen. Ah, parce que j'ai eu ça dans ma vie. Ah bah oui, le jour où je mourrai, je mourrai moins bête. Parce que ça aura été l'école de ma vie. Ouais, c'est vrai. Bah oui. Et c'est vrai que cette mise en examen, elle m'est tombée dessus, certainement parce que je suis passionnée et que je n'ai jamais annulé un spectacle. Ouais. Et dans ma vie, c'est vrai, je dois dire, j'ai eu de la chance de rencontrer des personnes qui m'ont aidé à continuer de croire en moi. Je ne sais pas si ce sont les diplômes qui m'ont aidé à prendre du recul dans ma vie, mais je pense que d'avoir fait des études de lettres et d'avoir travaillé, par exemple, pour ma thèse d'agrég que je n'ai pas eu au passage. J'ai eu le CAPES, mais je n'ai pas eu l'agrég. J'ai travaillé sur des grands auteurs qui ont eu des gros ennuis dans leur vie, qui ont fait de la prison, comme Molière, comme Marivaux. Ouais. Et donc, j'ai analysé ma situation et je me suis dit, mais où est le mal? Il faut continuer. L'argent n'a pas d'importance, en fait. En fait, en gros, l'argent n'a jamais décidé de tout dans ma vie. Voilà. Et ça, c'est un peu l'éducation de ma mère. Hein. Moi, j'ai reçu une claque à 14 ans de son père, le colonel Courtois de l'Épine, hein, parce que je lui ai demandé le prix d'un produit, je ne sais pas ce que c'était, mais une bonne claque, alors qu'il ne tapait pas. Hein, c'est la seule claque que j'ai reçue de la vie. Wow, on ne parle jamais d'argent, et on ne demande jamais le prix des choses. Il y avait des valeurs, le travail, apprendre à aimer ce que l'on fait, et l'argent vient naturellement. Donc moi, j'ai tellement été éduquée aussi comme ça que j'ai découvert le monde, que l'argent, il est nécessaire. Il vient pas naturellement. Il vient pas si naturellement que ça. Non, il faut travailler. Et donc, j'ai continué de travailler. J'ai appris. Hein. Je payais l'huissier. Alors là, l'huissier, comme j'étais intermittent du spectacle, je voulais payer ma dette. Ouais. Et je payais le minimum. Le minimum. Et j'ai payé pendant des années. Mais j'ai continué de faire des grands spectacles. Je jouais... Oh, la fois où j'étais amenée en panier à salade. Ah ben oui, mais moi, ça me fait rire. Mais j'ai eu un quart d'heure pour mettre mes spartiates. Mais oui, parce que j'avais les interrogatoires. J'ai fait des gardes à vue, je vous dis pas. Au moins 7 ou 8 dans ma vie. Mais on vous reprochait quoi ? Mais j'ai jamais très bien su. Je leur répondais en leur disant écoutez, moi ce soir je joue ça, voilà. C'est parce que j'avais quand même 11 millions de francs lourds dont j'étais responsable. D'accord. Pendant 10 années de grands spectacles. J'ai dû creuser le trou sans doute. Vous voyez ? Vous savez, un jour, un avocat m'a dit, commis d'office, il m'a dit « Mais Marguerite Marie Lozac, vous devriez mettre MM Lozac sur vos affiches. Comme ça, ce sera plus facile si on croit que vous êtes un homme. » Alors, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, parce que Marguerite Marie Lozac, ça prend trop de place. Alors, M, trait d'union, M, majuscule, Lozac, MM Lozac, on croit que je suis un mec. Et ça allait mieux après ? Peut-être, hein. Et un jour, vous arrivez ici,
à Sainte-Même-aux-Trives. Ah ben ça fait... non, bien avant. C'était bien avant. Puisque j'ai connu par hasard celui qui est devenu mon époux, avec qui j'ai fait les 3 enfants. D'accord. Je n'avais que 21 ans. Je montais à cheval à Bigeonnette. Et on s'égare un jour ici, du côté de la Saint-Même-aux-Trives, à la ferme de Gland, dans un champ de trèfle. Et il y a un grand type brun qui nous fait signe. On était deux cavaliers avec un copain. Et il dit, allez, mais on voyait bien qu'on travaille ici, on est en train de broqueter du trèfle et de la luzerne. Alors donc on descend de cheval, et puis il me dit, vous allez voir ce que c'est que le travail de paysan. Il devait me trouver mignonne, je pense. Il me met sur le tracteur, le copain, je sais plus, il broquetait avec lui, il y avait ses sœurs aussi. Puis après on est allé boire un coup de cidre ici, D'accord. dans la ferme. Okay. Vous vous rendez compte? Et puis on s'est mariés 6 mois après, on était très amoureux, c'était le coup de foudre, vous savez, mais après on se rend pas compte qu'un coup de foudre, après c'est toute sa vie. On y pense pas, ça. Oui, non. Mais vous savez, ma vie, il s'est pas ennuyé non plus. Ah, je veux bien le croire. Mais c'est grâce à cette époque-là où j'ai bien sûr, je le dis pour les auditeurs, vous savez, j'ai eu un non-lieu au bout de 4 ans. Ça finit bien cette histoire. Bien sûr. Bon. Mais bien sûr. 4 ans quand même. Oui, mais c'est grâce à ça que j'ai fait des grosses choses. Oui, parce que on m'a fait faire quand même j'ai fait les arènes de Lutèce quand même. Alors, quand est-ce que cet endroit est devenu le centre d'art Jean-René Lauzac? Alors là, il y a eu des étapes. Parce que voilà, c'est pareil, j'ai rencontré un jour, par hasard... À cheval toujours? Pas à cheval, cette fois, un certain Albéric de Montgolfier. Vous avez entendu parler de lui, très cultivé, qui était président du conseil départemental. Et il faut savoir que François Évin était maire du village, ici, de Saint-Même-aux-Trives. En fait, c'est sa cousine germaine, Marie-France Leclerc, qui a pris la suite. Et alors, donc, j'ai dit à Marie-France Leclerc, moi, je vais proposer un dossier de théâtre en milieu rural. Et ça, c'était en 2009. Pourquoi? Parce que comme j'ai joué en 2008 au Portugal et que j'ai vu au Portugal, au couvent du Christ, El Convento de Cristo à Tomar, où il y avait un monde fou, et que lui, il y avait un monde fou parce qu'il gardait les gens à dîner. Il y avait 200 personnes de son association qui faisaient la cuisine, qui faisaient manger les gens dans le couvent du Christ. C'était grandiose, sur des nappes blanches, enfin. Et là, je me suis dit, mais il faut que je fasse la même chose en France. D'accord. En fait, voilà, l'idée, elle est pas venue de moi. Là-bas. L'inspiration, c'était au Portugal. J'ai présenté le projet à Albéric de Montgolfier. Il me reçoit dans la semaine. Et il a trouvé l'idée extra. Il m'a dit, mais bien sûr, on va en parler aux députés. À l'époque, je ne sais pas s'il était député, je crois. C'était Olivier Marleix. Et Olivier Marleix et lui, ils m'ont débloqué. C'était bien 5 000 €. Et j'ai fait ici, l'été, en juin, j'ai gardé le Festival de théâtre du Timeray. D'accord. Ça s'appelait pas Centre d'art Jean-René Lauzac. Festival de théâtre du Timeray, c'était le seul. D'accord. Okay. Voilà. Okay. Donc on a créé en 2011 exactement La Mégère apprivoisée de Shakespeare, où Marie-Claire a été une merveille dans La Mégère, ma fille, très bonne comédienne. Donc l'année suivante, j'ai fait Lucrèce Borgia, parce que là il fallait que je montre qui j'étais ici. On a eu un monde fou ici. On faisait ça les 2 week-ends que j'ai gardés. 2 et 3 juin, 9 et 10 juin. Donc depuis comme 15 ans, 14 ans. Voilà. Et ce qui m'a motivée pour ouvrir ici, c'est que au moment des 500 ans du Beffroi à Dreux, j'avais rencontré Christophe Le Dorvaine. Et c'est vrai que j'avais dit, mais moi, pour les 500 ans du Beffroi, c'est une bonne idée, je vais monter quelque chose sur Jean de Rotrou. J'avais monté un spectacle génial, et moi, j'étais la tête dans le guidon, je montais mon truc. Et au dernier moment, c'était en 2016, Christophe Le Dorvaine me dit, ah non, là, Marguerite Marie, avec les attentats et tout ce qu'on a, c'est hors de question, c'est même pas imaginable. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai dit à François Évin, j'ai fait une réunion de famille le lendemain, j'ai dit à mes enfants, si vous êtes d'accord, j'ouvre un théâtre, pas à l'année, parce que c'est pas isolé, en saison, avec une programmation saisonnière. Et je vais faire travailler les acteurs qui ont travaillé sur Jean de Rotrou.
Le projet est reporté à plus tard, mais on va faire autre chose. Et j'ai écrit la saga sur 3 années. Hélène de Troie, où d'ailleurs ma fille jouait dedans, et j'ai programmé des spectacles. On a fait la première programmation en 2016 ici, avec du Feydeau. Et depuis 2016, on n'arrête pas. On ouvre de fin mars. Ouais. Donc là, cette année, à fin mars, on a fait Texte et rêve de Marie Poumara, que des spectacles professionnels, et on clôture souvent avec une troupe amateur de qualité de la région. En octobre. Mi-octobre. Okay. Comme là, cette année, on va clôturer avec Bernard Turpin, Les Trois Couleurs, un ancien professeur qui a créé son association, une compagnie amateur, mais de qualité. Okay. Voilà. Et pour créer, on transforme toujours le poison en élixir. Sinon, on s'endort. On vit tranquillement, on a besoin de quoi ? La création n'existe que s'il y a le chaos. S'il n'y a pas de chaos, on ne peut pas créer. Il vaut mieux rester chez soi, tranquille, vivre paisiblement. La création implique le chaos. Vous qui avez joué dans plein d'endroits, monté des spectacles dans plein d'endroits différents, qu'est-ce qui fait la spécificité d'un théâtre en milieu rural, comme vous disiez tout à l'heure ? Regardez, on est dans un théâtre, il y a les gradins, il y a la scène, il y a les décors, il y a tout ce qu'il faut, mais on est aussi dans une grange. Donc ça apporte une atmosphère, vous savez, atmosphère, une atmosphère différente. Et parfois, une atmosphère il y a quelque chose d'étranger qui est là, qui n'a rien à voir avec le théâtre. Et ça, c'est important, cette différence. Qu'il y ait toujours une étrangeté, quelque chose d'inattendu, une surprise. Regardez, là, dans la Var, on avait régulièrement les coassements des crapauds de la mare. Là, on entend les oiseaux qui sont Là, on entend les toit. Oiseaux. Par exemple, les coulisses, il y a là-bas des coulisses, jardin court. Mais ici, vous avez la possibilité de faire des entrées par la porte coulissante de la grange. Et on entend le roulement de la porte. C'est très intéressant dans la mise en scène, ces rencontres. Vous savez, on est à l'ère où le théâtre rencontre la musique, le sport et le théâtre, l'alimentation. Regardez, la grange que j'ai à côté me permet de faire des ripailles, de faire des repas. Voilà. Quand vous êtes que dans un théâtre, c'est difficile. Vous avez un accueil avec des buvettes, enfin des trucs, des tirettes, vous mettez une pièce. Ici, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça du tout. Qu'est-ce qu'on vous a dit de plus beau sur cet endroit ? Je pense surtout que ça donne la possibilité à des gens qui ne vont plus à Paris ou dans des grands théâtres ou à Chartres, etc., qui peuvent venir à la campagne. Vous avez aussi des Parisiens, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent, il faut savoir, qui ont des résidences secondaires, qui deviennent leur résidence principale, qui ne vont plus nécessairement au théâtre à Paris parce que ça devient très compliqué de se garer, ou alors de revenir en métro la nuit, ça leur plaît pas, à pied ou en bicyclette, il y en a qui font pas de vélo, voilà. Et donc, ils voient des spectacles de qualité et variés en milieu rural. C'est pas incompatible. Vous voyez, on est un peu en dehors des modes, en dehors des cadres. Il faut éviter de s'enfermer dans une coterie, je pense. Enfin, moi, c'est dans ma nature. Je n'aime pas trop les coteries, voilà, c'est bizarre. Les entre-soi. Les entre-soi. Vous organisez aussi des stages de théâtre pour les enfants. Ah oui, pour les enfants. Parce que j'ai aussi des stages théâtre adultes, mais là, je ne peux pas vous donner vraiment de date. Parce que quand j'ai des adultes, c'est très difficile. Ils ne s'inscrivent pas comme ça, comme les parents inscrivent les enfants. Il faut que j'ai 5 ou 6 adultes qui ont envie d'être ensemble, etc. Donc, je rencontre les personnes avant, vraiment, je vois si c'est possible. Mais j'en fais en général 2 par an. Les stages adultes aussi. Et les stages enfants, vous les faites tout l'été, Tout l'été. Enfin, à peu près, il y a 5-6 sessions. Juillet et août. Une semaine, et ils touchent un peu à tout, je crois, c'est ça ? Ah ben oui, oui. Technique, on fait aussi de la technique, on joue des rôles, on fait de l'impro, je leur fais apprendre des textes en très peu de temps. Mais vous savez, la motivation fait tout. Ah ben oui. Et c'est ça dont il faut se méfier en prenant de l'âge. C'est de trop s'installer. Parce qu'après, on a peur de perdre ce qu'on a déjà. Et donc, le théâtre, c'est toujours le danger.
Moi, vous voyez, quand je rentre, par exemple, dans le croque-monsieur, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais il faut que j'ai répété avant. Beaucoup. Et après, on oublie tout. Ouais. Et on se lâche. Ouais. C'est le lâcher-prise. Ouais. Mais vous savez, je suis une ancienne grande sportive de haut niveau. Ben oui, il paraît. Le lâcher-prise, C'est le même partout, dans le oui. sport aussi. Ouais. c'est le même. Et le sens de l'effort est le même. Donc c'est une fois qu'on a démarré, c'est ça que l'adrénaline doit être, je ne sais pas, c'est ça. au plus haut. Et voilà. Et ça, on peut pas être sans bourgeoisie. Mais je suis comme tout le monde, j'aime le confort, j'aime avoir chaud quand il fait froid, j'aime les belles choses. Mais le danger, c'est ce qui fait qu'on vibre. C'est la mise en danger. Dans ma vie, à chaque fois, les projets sont arrivés comme ça. D'accord. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? La santé. J'ai l'impression que ça s'arrête jamais, là. C'est la bonne santé. Vrai, Parce que vous savez, tant que j'ai la santé, je continuerai de jouer, de monter des spectacles, de courir un peu de risques, calculer, mais un peu, voilà. Vous voyez, non, c'est la santé. Et puis un jour, quand je serai très vieille, très fatiguée, et bien peut-être à ce moment-là qu'on écrira le livre. Ah, il y en aura des choses à dire, parce que je pense que là, vous m'avez pas tout raconté. Et pourtant, déjà, c'est très, très riche. Merci beaucoup, Marguerite. Merci, Amélie. Nous arrivons à la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Pour en savoir plus sur le Centre d'art Jean-René Lozach et sa programmation pour petits et grands, consultez le site internet centredartjeanrenélozach.com, tout accroché, et Lozach se termine par CH. Vous pouvez également suivre leur actualité sur Facebook. Si vous aimez Perchissime, invitez le monde entier à s'y abonner en allant sur perchissime.fr et à suivre son actualité sur Facebook ou sur Instagram. Merci pour votre écoute et à bientôt.